Donc nous sommes dans l'atelier sortir des schémas répétitifs et la question de ce matin c'est qu'est-ce que vous avez pigé par rapport à ce qu'on a vu hier et un point de clarté, un besoin de clarifier quelque chose, comme ça me permet de développer des aspects théoriques. Donc qui c'est qui veut, dans ce que vous avez échangé là, qui c'est qui veut poser des questions ou dire quelque chose de ce que vous avez compris et besoin de clarifier? Vas-y. Pas tort, les timides. Vous êtes Mimi. Bon, allez, hop, parti. Alors, de ce que j'ai compris, moi... Oui, non, mais c'est bon, ça. C'est bon. Parfait, c'est parfait. Déjà, j'ai repéré quelques schémas que j'ai. Ouais. Donc, de ce que tu as dit hier, c'est qu'on ne peut pas avoir tous les schémas, mais j'ai l'impression que j'en ai beaucoup. 18, peut-être pas. Non, je sais pas, pas tout à fait 18, beaucoup. mais tu peux en avoir qui se juxtaposent. Ouais. Voilà, par exemple, ceux qu'on a dans le livre, je les ai tous sauf 2. Ah oui? Ça m'inquiète un peu. Et j'ai aussi appris que j'avais un adulte qui était toujours là pour me taper dessus dans ma tête et qu'il fallait que... Alors ça, c'est pas un adulte, c'est un parent, punitif. Punitif, voilà. Parce que l'adulte, le seul état du moi, l'adulte, c'est l'adulte sain dans la thérapie des schémas. Okay. D'accord. Et donc voilà, ce parent punitif et ou le parent exigeant. Voilà. Tu peux avoir les deux, soit le parent punitif qui dit qui va punir, sanctionner, ou le parent exigeant qui dit tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, et tu n'as pas le droit de toi. Tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les deux. Okay. Tout à fait. Et donc il faut que j'apprenne à retourner à avoir à l'intérieur de moi cet adulte qui va venir un peu rassurer mon enfant intérieur. L'adulte sain et c'est surtout le parent nourricier, on avait vu, hein, mais ça c'est l'inverse du persécuteur là, qui va être là pour veiller sur la petite. Voilà, c'est ça. Donc c'est un gros travail. Hein. C'est un chantier, mais... Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut que... Voilà, donc c'est vraiment cet outil-là que j'ai repéré par rapport à ce que tu as montré hier. Où, voilà, il faut que je trouve des moyens pour pouvoir veiller sur toi. Ce parent nourricier-là pour me nourrir. Voilà. Alors là où la question que j'ai... Oui, vas-y. Voilà, une fois qu'on a repéré tous ces schémas-là, ouais. Comment est-ce qu'on l'applique, par exemple, dans notre vie de couple? Une fois qu'on a repéré, par exemple, qu'on a un schéma d'abandon. Ouais, tu as le schéma d'abandon, par exemple. Comment est-ce que... Concrètement, tu fais avec ça? Voilà, comment je fais avec ça? Je te donne un exemple, perso d'ailleurs, qui est, si tu sais que cette personne appuie sur ton schéma abandon et que toi, tu l'as parce que dans ton histoire, ceci, cela, tu sais que c'est comme ça, bon, eh ben, tu mets en place, grâce à ton parent nourricier, protecteur, des mesures de protection. Donc tu recadres, si besoin, en disant, je ne sais pas, si tu tombes sur quelqu'un, à quel endroit il appuie, je ne vais pas prendre mon exemple, je vais prendre le tien, à quel endroit ton partenaire appuie sur ton schéma abandon, à ton avis? Alors, je sais que moi, j'ai énormément besoin d'être rassurée. Ouais, sur quoi? Surtout sur le fait que je sois bien, que je sois... Que quelqu'un, une bonne personne, que tu es une bonne personne, voilà, tu as besoin d'être rassuré. Ah oui, forcément. Bon, donc tu attends de lui qu'il te dise oui, qu'il te valide, tu es une bonne personne, ce que tu fais c'est bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc lui, il est dans tout le contraire. Hein. C'est de toute façon, je suis pas capable, je peux pas te rassurer. Je peux pas te complimenter. Voilà, c'est à toi de te complimenter, de t'auto-congratuler, d'être fier de toi. Oui. Donc c'est ça qu'il te dit. Donc et en quoi ça appuie sur le schéma abandon là? Il vient pas te valider, c'est ça? Voilà, ça me met un peu en souffrance. En insécurité, tu te dis, voilà. S'il me congratule pas, ça veut dire que je ne suis pas une assez bonne personne. Voilà. Donc là, à ton avis, comment tu fais pour gérer ça? Essayer de me rassurer moi. Oui, c'est d'utiliser. C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. C'est installer ton parent nourricier. Quand tu vas l'installer, c'est son boulot à cette part de toi
de te congratuler, de te féliciter, de t'encourager aussi en disant tu as le droit de faire des erreurs. Ce n'est pas toujours parfait, and so what. Et ce qui est plus important, c'est de te respecter dans tes rythmes, de faire des choses à ton rythme, avec tes limites. Tu vois, c'est plus important que de faire des choses à la hauteur de la hauteur. Voilà, de considérer que je ne suis jamais au top. Ben, c'est important que tu lâches cette enjeu, on l'a vu sur la performance, ce truc d'être au top et que tu sois plus en écoute. La direction à prendre, c'est d'être bienveillant avec toi. Donc d'être respectueux et de te congratuler quand tu fais des choses à ta manière, en fonction de ce qui est écologique pour toi, de ce qui est bon pour toi, de ne pas en faire trop, plus, exagérément, et de ne pas t'écouter, en fait, de ne pas te respecter. Tu vois. Il y a une écologie physiologique, en fait, tu vois. D'écouter voilà. Et donc ça, c'est le parent nourricier qui va bosser. Et comme ça, tu seras moins déçu que lui ne te congratule. Parce que lui, il fait un boulot, tu lui confies le boulot que toi, tu dois te faire dans ton parent nourricier. Ouais. Donc, même s'il le faisait, imagine, tu tombes sur un mec qui te dit « Oui, je suis très fier de toi, tu as bien fait le ménage, tu as bien fait la cuisine, tu t'es bien occupé des enfants, qu'est-ce que je suis fier de toi ?» Ben, ça va te faire contribuer à toujours en faire... Il faut tenir encore la posture, tu vois. Donc, c'est pas du tout... ça va pas te soigner, ça. Non, oui. Oui, ça aggrave. Bah, ça renforce ton soi fort. Oui. Ça renforce ton soi parfait, ton soi fort. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt, ce truc. Voilà. Donc, tu vois que lui, il a des limites. Mais avec ses limites de débrouille-toi à te valider toute seule, finalement, il t'oblige à te respecter et à installer un vrai parent nourricier à la place d'un parent punitif et d'un parent exigeant pour prendre soin de toi, en fait, de la petite. Okay. Et si je rentre dans ce travail-là, ça c'est une peur que j'ai aussi, de me dire, OK, il faut que je m'en sorte toute seule, que je me débrouille. À la fin, je vais me dire, OK, mais en fait, il me sert à quoi? Alors déjà, il faut que tu t'en sortes toute seule. C'est pas tu vois, j'ai jamais dit que tu t'en sors toute seule. C'est juste que tu t'écoutes et que tu sois en contact avec toi, avec tes besoins. Et que tu répondes à tes besoins et à tes envies. Alors, je ne sais pas que tu vas te débrouiller toute seule dans la vie. Ça, c'est pas du tout ça, l'idée. Lui, il peut te soutenir pour le bricolage, pour l'informatique, pour faire les courses, pour plein de trucs. Oui, mais bon, tu vois, il peut aussi te soutenir sur plein de domaines, je veux dire. Soutenir ou t'aider ou apporter une plus-value sur l'émotionnel ou je ne sais pas quoi. Alors, à quoi sert quelqu'un quand on est en relation en couple, c'est pour avoir une plus-value sur certaines choses. Il te nourrit sur certains plans, pas sur tout. Mais voilà, mais sinon tu restes tout seul, évidemment. Mais c'est pas de te débrouiller. Toi, je me débrouille toute seule et donc j'ai besoin de personne. On n'a jamais dit que quelqu'un allait faire tout pour toi. L'autre, il est là pour améliorer, pour épanouir ton univers, enrichir ton univers, que ton univers à deux est plus chouette que tout seul. Mais c'est tout. C'est pas... Ok. Tu vois ? On va réfléchir. Ok, merci. Est-ce que tu peux... ouais, vas-y. Alors, attends, si tu parles avec le micro, sinon ça ne marche pas. J'ai juste une sensation en t'écoutant, c'est est-ce que la personne, l'adulte en toi, le laisse faire? Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, c'est juste ça que je... Est-ce que la quoi là? Est-ce que la personne le laisse faire, l'homme qui vit avec elle, dans le sens... Laisse faire quoi? Il y a des femmes qui disent que l'homme n'aide pas, mais comme il ne fait pas comme la façon dont elle veut, voilà. Donc du coup, l'homme ne fait plus rien. J'ai la sensation. Ah, ça peut. Alors ça, j'en sais rien. Ça peut. Après, ça va pas tout régler, mais bon. Voilà. Mais bon. Ce qui est important, c'est surtout que dans son schéma, il y a abandon, mais il n'y a pas que abandon dans ton... Parce que toi, tu as beaucoup le schéma qui va avec l'injonction sois fort. C'est exigence élevée, alors ça, c'est clair. Un peu aussi, assujettissement, c'est je dois obéir à quelqu'un, je dois me mettre en conciliation par peur des représailles, par peur de me faire gronder, punir, etc., humilier. Alors, c'est peut-être pas assujettissement, mais l'autre qui va... Abnégation. Abnégation, voilà. C'est je me sacrifie. Pour être une bonne, 3 petits points, je vais me sacrifier, me mettre au service des uns et des autres, et je vais faire passer les autres avant moi. Donc ça, tu peux l'avoir. Et c'est plus ça que le schéma abandon, tu vois. Et donc, c'est cela qu'il faut... et pour l'abnégation, c'est arrêter de te sacrifier. C'est-à-dire, je me fais passer en priorité, on vient de le voir, et après, je peux être au service. Parce que j'ai plaisir à être au service que si je n'ai pas besoin d'être une très bonne... je ne sais pas quoi.
Alors, diade d'à côté, ou voilà. Bah, vous, par exemple, ou vous, comme vous voulez. Bah, si vous n'avez pas un point de clarification. Si vous avez, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que vous avez pigé, mais un point de clarté, si vous avez besoin de clarté quelque chose, de clarifier quelque chose. Moi, j'ai un point de clarté. Vas-y. C'est que, et je trouve que c'est hyper important, c'est de se dire que chaque schéma, c'est pas la réalité. Chaque schéma, c'est faux, ce sont que des prédictions. Ah oui. Et ça, oui, oui, tout à fait. Et de savoir faire ce petit pas de côté et de se dire, attends, je réagis comme ça, mais attends, tu vois pas la réalité des choses et c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe vraiment. Ouais. Et d'être conscient de ça, ouais. je pense que ça peut aider. Ça, c'est le premier pas dans la thérapie des schémas. On vous dit, le premier pas, c'est ça, c'est de repérer, je suis dans ce schéma interprète la réalité en mode danger, donc il est excessif parce qu'il y a du drama, donc s'il y a du drama, il y a du mental, s'il y a du mental, il y a de l'émotionnel et des pensées déraisonnables en fait, tu vois, qui ne sont pas en contact avec le réel, et donc ça te permet déjà d'avoir pigé ça, de dire, ah là c'est mon schéma qui est en train d'œuvrer. C'est un prédicteur de futur. Alors, si tu veux parler, prends le micro. Mais c'est important de voir ça comme ça, de dire là, c'est mon schéma. Et mon schéma me joue des tours. Il me met, alors après, tu peux aller un peu plus loin. Il me met soit en enfant vulnérable, soit en enfant impulsif, soit en enfant en colère. Est-ce que je suis en mode conciliation avec ce schéma-là? Est-ce que je suis en surcompensation, je contre-attaque pour prendre le contrôle? Ou est-ce que je suis en mode évitement, donc pour me protéger, je me mets en retrait, machin, tout ça? Et puis ça, c'est intéressant de voir, tu vois, après. Et puis, est-ce que c'est le parent punitif ou le parent exigeant qui a l'œuvre? Et déjà, tu as une base, tu vois. Déjà, si tu as fait ton... Ouais, parce que tu te dis, je mets de la conscience sur le fait que mon schéma est à l'œuvre et que, évidemment, c'est démesuré, c'est excessif, donc ce n'est pas vrai. C'est une prédiction. Bon, une fois que tu sais ça, c'est bien, ça suffit pas. Mais c'est déjà pas mal. Parce que sinon, tu es tout le temps en train d'adhérer à ce que tu crois. Mais si c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et puis c'est très vrai. Par exemple, elle, tout à l'heure, c'est vrai, si je ne suis pas une bonne personne et que personne ne me le fait savoir, c'est que c'est vrai que je ne suis pas une assez bonne mère, ça doit être vrai, puisque c'est vrai, et donc c'est très très vrai. Et tu tournes là-dedans, en fait. Donc ça, c'est petit 1, ce que tu as pigé. Est-ce que tu as besoin de clarifier quelque chose? Oui, moi j'ai besoin de clarifier par rapport à la situation d'hier. Quel enfant ressortait du schéma... performance. Toi, tu étais en mode je dois performer, c'est ça? Imperfection, honte. Imperfection, honte, avec des enjeux de performance. Oui, je me rappelle. Toi, comme beaucoup, et comme moi j'ai aussi, hein, je dois, maintenant moins parce que j'ai travaillé dessus, mais je dois performer pour être aimable, pour être aimé. Oui, alors je ne vois pas trop la différence entre l'exigence élevée, en fait. Tu l'as aussi, exigence élevée, forcément. Oui, mais c'est quoi, imperfection, c'est vraiment bâti sur, au plus profond de moi, je sens que je n'ai pas de valeur, que j'ai la honte d'être qui je suis. Alors que exigence élevée, il n'y a pas forcément de honte derrière profonde d'être qui tu es. C'est-à-dire que tu t'acceptes imparfaite, mais par contre, tu te mets des challenges de ouf pour réussir je ne sais pas quoi. Oui, on a souvent les deux, non? Pas toujours. Par exemple, j'ai pas la honte imperfection. J'ai jamais eu ça. Bon, ça c'est pas un truc que j'ai. La preuve, je prends la parole comme ça en racontant ma vie. Sinon, si j'avais honte imperfection, je vais te dire, je serais là. Qu'est-ce que je laisse passer? Qu'est-ce que je laisse pas passer? Voilà. Mais par contre, j'avais les schémas exigence élevée. Donc voilà. Donc après, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui te concerne toi. Et ta question, c'était? Justement, quel était l'enfant quand tu as des enjeux de performance comme ça, à ton avis? Enfant impulsif, en tout cas, il y a l'enfant joyeux, bon, ok, l'enfant impulsif, l'enfant en colère et l'enfant vulnérable. Dans la thérapie des schémas. L'enfant vulnérable? Oui, l'enfant vulnérable qui se sent tenu, si je ne fais pas ce qu'il faut faire, je ne réussis pas, et si j'échoue, je ne suis pas à la hauteur, et là, c'est pas terrible, et là, panique à bord. Voilà. Bon, donc c'est l'enfant vulnérable. En analyse transactionnelle, on dira que c'est l'enfant soumis, l'enfant adapté soumis, tu vois. Tu dois te soumettre à il faut réussir, il faut... Et le schéma échec, c'est quoi échec, réussite, le schéma échec, il s'appelle.
C'est un autre. Ça, c'est je pense qu'avec toi, tu dois l'avoir, ce truc de si je ne réussis pas, j'échoue. Donc, je dois réussir. Ce que j'entreprends, je dois le réussir. Oui, ça voilà. rejoint la honte. Oui, ça peut. Mais il y a des personnes, réussir ou échouer, voilà, tu réussis, tu échoues, un coup tu réussis, un coup tu échoues. Il y a des personnes qui n'ont pas toujours ce thème. Ce n'est pas important pour elles voir la croyance, parce que la croyance rigide dans le thème, dans le schéma échec-réussite, ou je réussis ou j'échoue. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je réussisse. C'est blanc ou noir. Voilà, c'est blanc ou noir. Alors que si tu n'as pas le thème, un coup tu réussis, un coup tu réussis pas, un coup tu échoues, un coup tu réussis. Enfin, c'est pas à pas en faire un drame. Le schéma, quand tu es dans le schéma, tu es dans le drama. Et c'est très rigide, les croyances. C'est où, il n'y a pas de nuance, en fait. C'est le 0-1, voilà, c'est binaire, quoi. Oui, voilà. C'est le quoi? C'est ou c'est vrai ou c'est faux, quoi. Oui, c'est très binaire, quoi. Il n'y a pas de nuance. Ça pas, j'ai le choix et peut-être que pas, ou c'est vrai ou c'est faux. Non, c'est comme ça. C'est vrai. Voilà. Bon, merci. On fait passer. Alors peut-être une précision. Moi, c'est la notion de surcontrôle émotionnel qui m'a un peu. Parce que j'ai l'impression d'être beaucoup en contrôle émotionnel, avec des émotions de l'enfant qui ne sont pas toujours justifiées. Ouais. Mais quand est-ce que c'est quoi la différence entre contrôle et surcontrôle? Quand tu dis des émotions qui ne sont pas justifiées, c'est-à-dire? C'est-à-dire que par exemple, j'ai un enfant un peu qui a peur, et donc que j'essaye de rassurer. Ouais. Donc je sais très bien que ce n'est pas une émotion qui... Quand tu prends la parole en public, ou tu rassures quand tu... Pas là, mais dans d'autres circonstances, ou par exemple de disputes avec des personnes, où il y a beaucoup de surréaction par rapport à la dispute en proprement dite. Et voilà, c'est cette notion de contrôle, surcontrôle, où j'ai l'impression d'être toujours en contrôle et peut-être quelquefois en surcontrôle, je ne sais pas. Ce que j'ai dit sur le surcontrôle émotionnel, c'est vraiment... Il y a une émotion qui arrive, par exemple... là, tu donnes l'exemple du conflit, où j'ai envie de rétorquer, où j'ai envie de répondre du tac au tac, tu vois. Ça, c'est l'enfant spontané, qui n'est pas aux commandes, parce qu'il a peur d'être puni, ou grondé, ou rejeté, ou critiqué. Donc, du coup, il y a une rétention de l'envie d'être en colère. Donc, l'enfant en colère, il se fait la malle. D'accord? Et donc, du coup, la peur s'installe. Enfin, tu vois, c'est l'enfant vulnérable qui est aux commandes. Donc, ça va quand même, dans ton exemple, ça va quand même aussi avec le schéma punition, l'assujettissement. Si je dis tout ce que je pense comme un livre ouvert, je vais me faire allumer. Donc, non. Voilà. Et donc, le surcontrôle émotionnel, c'est quand même, j'avais dit, un spectre minimaliste sur l'ensemble des émotions. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans les conflits, ça apparaît un peu partout. Je n'ai pas le droit d'exprimer mes émotions. Je n'ai même parfois pas le droit de sentir mes émotions. C'est plus ce qu'elle expliquait hier sur elle. C'est sentir est dangereux. Et exprimer encore plus dangereux. Et c'est pas ici, si tu parles que de la colère, c'est une émotion qui est enterrée, taboue, etc. Mais le surcontrôle émotionnel, ça se pose sur toutes les émotions, y compris les émotions, je te donne un parole après, les émotions de joie aussi. C'est pas très expansif, c'est lisse partout. Il y a de la honte? Hein? Oui, il y a de la honte. Il y a de la honte de ne pas pouvoir exprimer, il y a du danger. Tous les schémas, c'est des prédictions de danger. J'évalue que si jamais je sens, ce que je sens, c'est dangereux, parce que peut-être quand j'étais enfant, quand je sentais que j'étais fâchée, ça n'a pas du tout été accueilli. Donc c'est dangereux de sentir ma colère, ou c'est dangereux de sentir ma tristesse, parce qu'on m'envoyait péter avec ça. Donc c'est dangereux. Donc je me suis coupée des ressentis, parce que personne m'a écoutée ou considérée à ce moment-là, ou m'a bien reçue. Donc la personne, en général, se coupe de ses ressentis, on l'a vu hier. Elle n'était pas tellement en mesure de sentir quoi que ce soit, si ce n'est en général la douleur ou les émotions négatives, etc. Parce qu'elle ressent, c'est familier de sentir les trucs négatifs, c'est difficile de sentir les trucs agréables. Et de donner de l'expansion, on avait vu que la piste, c'était donner un peu d'expansion à tout ce qui est vécu comme agréable dans le corps,
ou agréable, l'enfant joyeux, ou tout ce qui est agréable doit être mis en expansion pour repartir sur le spectre du vivant. Ça, c'est le schéma sur contrôle émotionnel. Oui. Justement, en lien avec le schéma sur contrôle émotionnel, si, en fait, dans mon cas, j'ai eu 2 partenaires qui étaient dans ce schéma-là, mais, comment dire, je ne l'avais pas identifié chez moi. Alors, chez toi, parce que tu penses que tu l'as aussi? Oui. Ah. Et peut-être que je l'ai compris à travers eux deux, parce que tout était tellement figé, fermé, interdit, non dit, enfin, ouais. C'est comme si c'était venu révéler quelque chose en chez miroir. moi. Tu t'es vu en miroir. Voilà, en miroir de cette part que j'ai besoin de vie, de joie, de m'exprimer et de dire les choses. Ouais. Comment? Ma question, c'est est-ce que malgré nous, si on ne sent pas qu'on a un schéma, on peut aller le trouver ou le chercher en miroir chez l'autre, enfin, ou c'est l'autre qui va nous le révéler? Oui, c'est fréquent, ça. Oui, d'accord. C'est très fréquent que tu n'es pas très consciente que tu as la même chose que l'autre. Tu dis, oh, il est bizarre, lui, franchement, il est froid, il ne parle pas beaucoup, tout est secret, tu vois, il a fait des secrets de polichinelle, pourquoi il fait des secrets? Puis tu dis, ouais, c'est bizarre, mais tu ne le vois pas chez toi, en fait. Puis après, tu dis, ah bah oui, mais... Non, je ne le voyais pas, mais aussi quand je voulais parler, m'exprimer, être spontanée, déconner, rire, enfin... Même, je sais pas, dire bonjour à quelqu'un dans le train ou sourire, enfin, quelque chose qui... Spontané, ouais. Qui est spontané, qui semble être des codes sociaux, ben, ça aussi, c'était brimé. Il trouvait que c'était pas correct, c'est ça? Ouais. Ok, ben ça, c'est lui. Après, soit tu adhères à ces règles à lui, d'accord? Soit tu n'adhères pas. Tu n'es pas obligé de... Ben, en ce temps-là, j'ai adhéré. Oui, tu as ces schémas assujettissement. Hein. Voilà, du coup, je vais adhérer soumise, parce que, comme ça, j'ai peur que si j'adhère pas, je vais être jugée comme incorrecte et après, je vais perdre son estime. Voilà, donc là, à cette époque, tu as adhéré. Mais voilà, prochainement, tu n'adhéreras plus oui, mais ça, à renoncer à ta spontanéité. Je cherche autre chose en termes de critères. De quelqu'un d'ouvert, de joyeux, qui verbalise. Mais c'est intéressant de voir que si tu t'es assujetti à l'époque, c'est parce que ça reproduisait un schéma d'assujettissement. Oui. Si je suis spontanée, mes parents, ou les profs, ou les adultes, ou bon, je sais pas, ou les instituts, n'étaient pas contents, me faisaient savoir que c'était pas OK. Donc j'en faisais trop, que j'étais trop bavarde, ou trop ceci, ou trop joyeuse, ou trop je sais pas quoi, ou trop curieuse. Et donc j'ai intégré le fait qu'il faut que je sois soumise, et que c'est pas si correct que ça d'être spontanée. Et ça t'a montré, ça t'a clarifié le schéma surtout assujettissement, cette histoire. Okay. Que ça t'a coupé de ton élan, de l'enfant libre, de l'enfant joyeux, de la spontanéité. Et donc on a tous intérêt à retourner à la spontanéité, si tu veux. Alors j'avais le papier ici. Alors, il y a des schémas, justement, qui sont vraiment en... Tu vois, le schéma qui coupe de la spontanéité, c'est assujettissement, abnégation, exigence élevée. T'en as pas mal, tu vois, qui te coupent d'un besoin on avait parlé des besoins psychologiques fondamentaux. La spontanéité, le ludique, s'amuser, jouer, se détendre, être spontané, ça fait partie des besoins psychologiques fondamentaux aussi. Si on se coupe de cette part de nous, t'as vu comment t'es devenu. C'était pas bien gai. Il n'y a pas d'énergie, si tu veux. Le moteur, c'est l'enfant libre. Donc, c'est cette spontanéité que souvent, on nous a coupé l'herbe à la racine quand on était petit. Malheureusement, plus ou moins de manière cruciale. Et donc, c'est vraiment important de reprendre... Ah oui, tiens. Donc, c'est important de reprendre confiance sur ma direction thérapeutique. Ça va être de récupérer, de me reconnecter à cet enfant spontané en moi, le plus possible, évidemment. Il y a des règles du jeu. Là, par exemple, vous n'allez pas sauter dans tous les sens puisqu'on est en réunion. Mais voilà, mais comment je peux le faire vivre parce qu'il y a de l'énergie dans le moteur. Et c'est l'authenticité, c'est oser dire ce qui se passe dans toi, ce qui se passe, tu le dis tout haut.
Enfin voilà, c'est la simplicité aussi. C'est aussi, faisons les choses simplement. Voilà. Et c'est important de revenir à ça. Et donc, de choisir aussi des partenaires, comme tu le dis. S'ils sont beaucoup dans le surcontrôle émotionnel, eux, ils vont être froids, ils vont être là, oh, surtout pas, mon Dieu, c'est dangereux, si je te dis ça, si je te dévoile ça, tu sais, oh, ça en fait... Bon, alors toi, tu es là. Alors que si tu tombes sur quelqu'un qui est plutôt spontané, qui a fait ce travail avec l'enfant libre, et qui, voilà, bon, allez, eh ben, il te donne la permission d'en faire autant. Oui, ben, c'est en ça que maintenant j'observe. Ben oui. Et pour changer de cap, effectivement. Ouais. Ouais. Sauf que ne confie pas, petit conseil, à un homme le pouvoir de te faire te sentir spontané, de stimuler ton enfant spontané. C'est à toi d'avoir ce pouvoir-là et que personne ne peut te le brimer parce que l'autre, s'il trouve que c'est incorrect, c'est son problème. Il se balade dans ses schémas. Mais que personne n'a le droit de t'enlever ça. Merci. Question, on fait circuler. Vas-y. Alors par rapport à l'exercice d'hier, là, avec à la fois la petite et puis le parent nourricier, ouais. Moi, la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Hier soir, j'ai réussi à, sans le vouloir, une situation de stress où il y a de la peur qui est venue et de la tristesse, à ce que le parent nourricier s'adresse à la petite. Je l'ai fait devant... Enfin, j'ai eu le besoin de me voir dans un miroir pour le faire, naturellement, sans y penser. Hein. J'ai filé dans la salle de bain et le parent a discuté. Je me suis dit des choses que je me disais jamais. Et quoi Par exemple, donne un exemple que tu te souviens. Voilà. Ça, du coup, alors là, parce qu'hier, je rappelle que hier, on t'a fait travailler sur le dialogue avec le schéma d'abandon, avec le dialogue avec un bon parent nourricier qui est gentil avec la petite et qui prend soin de la petite en l'écoutant. Voilà. Et donc, par exemple, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta salle de bain en te regardant, non, j'imagine, dans sa salle de bain, en faisant quoi? C'était plus sur le mérite, c'était... ah oui, je mérite d'être aimée. Tu vaux quelque chose, il faut peut-être que tu te donnes ce droit-là, que tu as de la valeur. Quoi. C'est bon, c'est un peu fini maintenant. Faut vraiment que tu t'aimes. Quoi. Alors, ce n'est pas un dialogue du parent nourricier parce qu'il s'adresse à une enfant. Donc, qu'est-ce qu'on dit à un enfant pour lui signaler qu'elle a de la valeur? Quand vous êtes dans le parent nourricier, hein, vous devez parler comme un enfant. Je lui disais tu, hein, parce que là, je vous relate. Ouais. Donc, je lui disais tu. T'as de la valeur? Oui, tu... et je disais aussi, c'est bon, c'est fini maintenant. C'est bon, c'est fini maintenant. Maintenant, je serai là pour toi. Et je vais te faire savoir que tu as de la valeur. Tu lui as dit comme ça? Tu as de la valeur? Comment on dit avec les enfants? Encouragement. Bah oui, mais comment on fait? Comment vous parlez à des enfants? Soyez des pédagogues. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas compliqué. Comment tu fais? Oui, vous parlez à un enfant qui est petit. Ce que je ressentais, je ne sais pas si vraiment je parlais, c'était t'es mignonne. Ben voilà, mignonne. Par exemple, tu dis t'es mignonne. T'es mignonne. Voilà. Il y avait de ça, voilà. Et donc, alors, parce que quand on écoute le partage, il y a à la fois le parent nourricier qui doit être là, et à la fois, c'est pas le même rôle, hein, et à la fois l'enfant spontané, qui nous redonne de l'énergie, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, il faut pas mettre sous le couvercle ni l'un ni l'autre. Ça veut dire quoi concrètement? C'est des dialogues par exemple, tu dis à ta petite... Oui, par exemple, tu te regardes dans le miroir, tu es dans ta salle de bain, et au lieu de te dire... Ça, c'est le parent punitif. T'es nul, t'es moche, t'as vu la tronche que t'as, oh là 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 là, bon, au revoir, toi, t'es toi là-bas. Et tu dis, mais t'es mimi, regarde, t'es trop mimi, regarde... Bah ouais, bon, t'es comme ça, mais bon, c'est pas grave si t'es pas en forme, t'es mignonne, de toute façon, t'es bien comme t'es. Et donc là, tu travailles avec le parent nourricier, qui est l'acceptation des qualités et des défauts, tu vois. Mais t'envoies des messages comme quand on parle, pédagogiquement, tu parles à un enfant, hein, donc tu fais pas des discours de politiciens, tu vois. Et du coup, l'enfant spontané, la petite, elle dit, quand même, ça me fait plus du bien de me dire que je suis mimi, que je suis mimi, que de m'entendre dire que je suis tartignole, quoi, tu vois. Bon, voilà, donc tu vas voir l'énergie que ça donne dans l'enfant.
de t'adresser, mais c'est les messages qui sont adressés de ton parent nourricier qui vont donner de l'énergie à l'enfant spontané, à la petite. C'est plus sympa pour elle s'entendre dire ça que de s'entendre dire mais t'as une tronche de cake, quoi, tu vois. C'est dans ce sens-là. Hein? C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est logique. Après, je ne sais plus qui j'ai fait travailler en disant tu peux aussi faire en sorte que la petite fasse toc-toc à la porte pour dire moi là maintenant je suis fatiguée, j'ai envie de faire une pause. Moi c'est bien gentil tout ça là, mais ça fait 1 heure que je vous écoute, j'ai envie de me détendre un peu ou de faire un... Voilà. Donc c'est aussi à l'enfant en toi de faire savoir ce dont elle a besoin ou ce qu'elle ne veut pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui te dit viens avec moi, t'es fatigué ce soir, bah, viens avec moi, on va sortir, ça va être sympa. C'est à la petite de dire attends, moi je suis pas trop en forme là, j'ai plutôt envie de me reposer, tu vois. Donc ça part dans les deux sens. Okay. Donc j'avais l'impression qu'il y avait du dialogue, mais en fait chacun avait pas le bon dialogue, c'est-à-dire que la petite ne se manifestait pas forcément pour du positif. Et le parent n'était pas tellement nourricier. Le parent n'était pas nourricier. Il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est vraiment un classique. Et la petite n'ose plus dire « Ah, mais j'ai pas envie, j'ai envie, ça me plaît, ça me botte pas, j'ai besoin de ça. » Parce qu'à force de ne pas l'écouter, la petite se tait. Voilà, c'est ça. Donc elle ne dit rien, elle est au placard. Elle ne dit plus rien, puisque de toute façon on ne m'écoute pas. Puisque quand je dis que j'ai pas envie d'aller là, de toute façon on me dit qu'il faut y aller, donc maintenant je dirai plus ce que j'ai envie. C'est plus ta gamine. Bah oui, donc à force de me dire tu dois travailler dur, tu dois être une bonne mère, tu dois être... du coup, je fais plus ce que j'aime, ce que je veux, donc du coup je ne sais plus qui je suis. Quand le travail en thérapie, souvent, c'est découvrir qui tu es, si tu arrêtes de te donner des ordonnancements comme ça... qui ne te font pas plaisir, qui ne donnent pas du sens à ta vie, où tu en fais trop, où tu es dans des enjeux de performance, où tu te donnes des challenges. Finalement, tu écrases tellement l'enfant spontané que l'enfant spontané, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, tu ne sais pas qui tu es en fait. Et ça, c'est le gros problème des gens qui ont trop de schémas, tu vois, imperfection, honte, exigence élevée, surcontrôle émotionnel, enfin tous ces schémas où il y a un très fort parent persécuteur, ou un parent punitif, un parent exigeant, et du coup, derrière, petite, voilà, au revoir les amis, et donc c'est le lit, le terrain des somatisations, des burn-out, tout ce que tu veux. Hein. Du figement aussi. Du figement, oui, puisque ça ne circule pas. L'enfant spontané, c'est, vous voyez les enfants, comment ils font? Les enfants, j'ai envie d'aller là, non, j'ai plus envie, j'ai envie de jouer à autre chose, je joue à autre chose. Maintenant j'ai envie de me reposer, je me repose. Maintenant j'ai de l'énergie, je repars. Je suis énervée contre toi, je te le fais savoir. Et puis 5 minutes après, il n'y a plus rien, je ne suis plus en colère. Je passe à autre chose. Donc ça, c'est l'enfant spontané. Et les enfants savent faire avant dressage. Après dressage, c'est mort. Quand on les punit trop, l'enfant spontané, ou quand on leur dit c'est pas correct, là tu fais pas plaisir à la dame, là tu fais pas plaisir à maman va être malheureuse, malade, machin, ton père aussi. Donc deviens un bon, 3 petits points, une bonne personne. Et c'est le problème de la bonne personne. Et est-ce que je peux peut-être avoir une deuxième question? Mais alors là, c'est plus en lien avec la contre-dépendance, mais parce que, il y a la notion on a peur et on tombe dans le schéma et on souffre. Il y a l'aspect souffrance, du coup. Ah ouais. Et est-ce que c'est pas justement un leurre trop... Alors, c'est pas se taper dessus, mais humain et facile de se dire, je coupe la souffrance, donc je tombe dans la contre-dépendance. Tu veux dire par exemple, le schéma abandon en mode évitement? Oui, en mode évitement. C'est le même schéma, mais en mode évitement, parce que c'est excessif et démesuré. C'est toujours encore tragique. Oui. Donc dès que c'est du tragique, tu sais que tu es dans un schéma. Mais c'est parce qu'on veut couper un autre mode. Souffrance. Oui, c'est ça. On ne veut pas travailler quelque part sur le schéma. On se trompe d'objectif. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est excessif. C'est cœur froid, cœur séché, cœur fermé, cœur méfiant. Donc là, c'est excessif parce que ce qui est plus sain, c'est de dire « Ok, j'ai souffert, donc là, je me retape. » Tu vois. Et pendant que je me retape et que je me remets sur mon univers, ça n'empêche pas de m'ouvrir. Voilà, on ne sait jamais dans la vie, pas tout est prévisible, donc s'il y a quelqu'un qui passe, il y a quelqu'un qui passe, et puis j'irai dans la relation, puis on verra après. Tu vois, il y a quelque chose d'ouvert, donc il n'y a pas d'excès de... Voilà, c'est l'évitement. Donc là, tu es toujours dans le schéma abandon. Il n'y a rien qu'à changer. D'accord, parce que j'ai une sœurette, là, Anne, qui est sur WhatsApp,
dans le groupe Ah oui. de la visio. Et là, elle est en contre-dépendance complète. Elle me dit, j'ai peur d'y rester. Elle me dit, je tombe dedans. oui, elle me dit combien de temps ça va durer. Bah, c'est les questions qu'il y a. Bah oui, c'est pas réglé parce que tu es dans le schéma abandon, mais dans le mode évitement. Donc, mais tu es toujours dans le schéma abandon, parce que tu as une telle trouille de te frayer à la relation, comme si tout le monde est dangereux, comme si tous les mecs sont pareils, comme si tout... Enfin, bon, c'est complètement excessif. Quand on travaille sur ces schémas, ça n'empêche pas, entre guillemets, d'être en relation. Ah bah au contraire, mais la relation, c'est vivant. Mais ça peut être des liens d'amitié, ça peut être des liens purement sexuels, ça peut être des liens d'amour, des liens de familiaux, enfin tous les liens avec tout ce que tu veux en fait. Mais toutes les relations sont OK. C'est parce que si je ne sais pas mettre mes limites, si je me traîne des schémas et que je n'ai pas appris de sortir de mes croyances rigides, eh ben forcément, ça se perpétue. Tu vois ? Donc oui, c'est sûr que là, c'est un bon exemple. Mais le schéma n'est pas traité, c'est toujours le même. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé d'une ligne. C'est un mode défensif. Il faut faire attention parce que plus on s'observe, plus on se dit, tiens, là, peut-être je suis encore... en train d'être dans mon schéma, mais dans un autre genre. Ouais, vas-y. Dans le même thème, quand on est dans la perfection, la permanente. Le schéma imperfection honte ? Ouais. Et que du coup, on se lance un peu dans une démarche, justement, pour comprendre ces schémas. J'ai l'impression qu'il y a un truc tordu qui se met en place, du type... ça reste de la perfection. C'est-à-dire que je vais travailler tous ces trucs qui sont en moi pour être encore plus parfaite. Ça, c'est une erreur. Ça sert à rien, quoi. Enfin, là, tu te mets la rate au courbouillon. Et il n'y a pas un truc pour savoir justement que notre cerveau fait ce petit piège. Mais si, je te rappelle, hier matin, j'ai dit, quand vous travaillez sur vous, le premier engagement, c'est d'arrêter de vous taper dessus. C'est-à-dire de dire, quand vous voyez, par exemple, on est sur le schéma abandon, ou toi, le schéma imperfection, je suis honteuse d'être comme je suis jamais à la hauteur, j'ai pas confiance en moi, patin couffin. Bon, très bien. Et ben, quand tu n'y arrives pas, que tu n'es pas la meilleure version de toi-même, parce que tu t'en fous d'être la meilleure version de toi-même, et que tu n'arrives pas à travailler sur ton schéma schtroumpf, que tu sais que tu l'as, et que tu n'as pas le contrôle, parce qu'il y a des jours où tu n'as pas le contrôle, et que tu tournes en boucle dedans, même si tu le vois, eh bien, tu te fous la grappe. Mais j'ai dit, soyez vraiment dans cette bienveillance. Foutez-vous la paix avec ce truc. Alors, lâche-toi la grappe, tu passes à autre chose, tu mets ton énergie ailleurs, tu dis, bah voilà, je suis toujours en train de tourner en boucle dans mon truc de m'amélioration. Je mets mon énergie, je mets mon attention ailleurs, sur un truc qui me branche, peu importe ce qui te branche. Parce que sinon, tu vas tourner dans je devrais sortir de mon schéma imperfection, honte, merde, j'y arrive pas, j'ai toujours honte et j'arrive pas à m'améliorer, mais qu'est-ce que je fous, bordel ? Et là, tu rajoutes 3 tonnes de couches, tu vois, les unes sur les autres. Et ben, là, tu vas pas t'aider toi-même, hein, tu te facilites pas la vie, tu vois. Donc à un moment donné, tu arrêtes ce truc-là, tu fais un truc sympa, je sais pas, n'importe quoi, qui te met dans l'énergie. Donc on retourne en fait à l'enfant spontané. Hein. Spontanément, quel est le premier truc qui me vient à l'esprit qui me ferait que ça serait cool pour moi ? Voilà, ça peut être n'importe quoi, parler à la copine, faire une balade, n'importe quoi, faire de la cuisine, n'importe quoi qui te vient à l'esprit. Tu fais un truc, comme ça tu te mets dans la réalité. Parce que sinon, tu es toujours en train de cogiter comment je serai la meilleure version de moi-même et que j'ai le contrôle là-dessus et que je sois parfaite parce que je vais avoir guérir tous mes schémas et donc je serai un jour totalement libérée de tout et tout ira bien dans le meilleur monde des bisounours et le monde idéal que je n'atteindrai jamais. Jamais. Fais-toi 50 ans de thérapie, jamais. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui sera libéré de tout, il n'existe nulle part. Voilà, même tous ceux que tu admires là, qui sont que tu as l'air de te dire oh bah eux ils sont arrivés avec non, arrive à rien du tout. La vie est faite de haut et de bas puis ça va s'arrêter là. Donc voilà, là tu pourrais te faire attraper, c'est un piège de te dire un jour je vais être libérée, si je vois bien mon schéma imperfection honte, je vais sortir de ma honte et ça tu peux l'atténuer. Il y a des moments où tu as de la marge. Quand tu vas plutôt bien, tu as de la marge pour t'alléger, tu vois, te dire oui, bon, j'arrête, je me fous la paix. Puis il y a des moments où tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, ça s'arrête là. C'est comme tout le monde. C'est juste humain. Donc arrête de se prendre la tête, tu vois. C'est la limite de notre fonctionnement. On n'a pas le contrôle sur plein de choses. On est tous imparfaits. On est tous imparfaits, on n'a pas le contrôle, des fois tu n'as pas le contrôle sur ton schéma. Pourquoi ? Parce que les schémas sont vraiment installés dans le disque dur, c'est vraiment très très installé.
Et ça a été des stratégies de survie. Pour m'en sortir, j'ai dû me dire que je devais être forte et que je devais être à la hauteur et nanana. Parce que sinon, je mourrais là-dedans. Je n'étais pas acceptée, donc il fallait que je m'organise comme ça. Bon, voilà, c'est des systèmes. Hein. Donc, tu ne les démontes pas, tu les vois, tu es de plus en plus consciente et tu te fais moins attraper. Mais il y a des fois, tu te fais attraper. C'est pas grave. La vie continue. Tout à l'heure, dans la continuité des schémas, j'essaye de connecter avec les drivers. Tu en parles beaucoup. Mais oui. Tu peux m'aider à justement à clarifier. Je peux te faire un lien, un croisement avec les messages contraignants en alias fais plaisir, dépêche-toi. Fais des efforts. Et l'autre, c'est quoi? Enfin bon, bref. Tu as dépêche-toi, fais des efforts. Ici, on avait tout à l'heure, je ne suis pas à la hauteur, je dois être une guerrière. Sois fort, sois forte, ma fille. Sois parfaite. Sois parfaite aussi. Elle avait aussi du sois parfait, sois parfaite. Là, elle avait du sois parfaite. Elle vient de parler de son sois parfait. Hein. Oui, c'est ça. Mais justement, je voulais que tu m'aides à comprendre. Par rapport au schéma, comment tu fais le lien? Tu utilises... Déjà, c'est intéressant de voir dans quel schéma majoritaire tu te balades. Et ensuite, tu vois, et quels sont les drivers, quels sont les messages contraignants qui sont vraiment concernés en moi? Parce que après, tu peux avoir le même schéma. Par exemple, tu peux avoir le schéma imperfection, honte, ici, ou exigence élevée, et pas forcément avoir les mêmes drivers. Quelqu'un peut avoir plus de soi parfait que de fait effort, par exemple, ou plus de fait plaisir que de fait effort, tu vois. Et il faut voir vraiment qu'est-ce qui te concerne toi. Et par exemple, fait plaisir, ça va quand même avec l'assujettissement, l'abnégation de soi. Oui, ça a des chances. Il y a des chances que... Mais dans ce que tu dis, c'est pas forcément toujours congruent. Non. Ok, merci. Des fois, il y a quelqu'un qui aura plus de fait plaisir à l'œuvre, dans le schéma abnégation, ou ça peut partir aussi d'un fait effort. J'ai appris à faire des efforts depuis que je suis gosse, et donc je me sacrifie parce que le but du jeu, c'est de faire des efforts dans la vie. Tu vois. Et donc je me mets au service pour faire des efforts, parce qu'en faisant des efforts, j'ai été récompensée quand j'étais petite. Par exemple. Okay. Oui, et le fait plaisir, il est aussi là, mais il est peut-être secondaire. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui me concerne. Mais c'est vraiment puissant ce que tu dis pour moi, parce que c'est vraiment, dans chaque schéma répétitif, on peut retrouver effectivement des drivers. Oui, mais tu as des drivers dans chaque schéma. Voilà. Donc il y en a 5, je les rappelle. Sois parfait, fais des efforts, fais plaisir à l'autre, dépêche-toi et sois forte. Exact. Merci. Voilà, ouais. Donc après, on s'arrête. Dernière question. Vas-y. Alors, j'ai du mal à différencier le schéma abandon et le schéma imperfection honte. J'ai l'impression que ça se ressemble. Non, ce n'est pas les mêmes. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence? Abandon, c'est je me mets en relation. Il me faut quelqu'un, ça va créer le terrain de la dépense affective. Il me faut quelqu'un que je vais rendre indispensable à ma vie, à qui je vais donner le pouvoir pour être mon sauveur. Parce que s'il est tellement important, cette personne est importante, que si elle n'est plus dans ma vie, alors je n'ai pas confiance en moi, je ne vais pas m'en sortir. Alors déjà, il y a ça. Et je dois me mettre dans le schéma abandon, et je me mets avec quelqu'un qui ne pourra pas m'aimer très très longtemps. Il va m'aimer le temps que, je sais pas quoi, que ça se passe bien, ou le temps que je montre une bonne image, et je ne pourrai pas être conservée. Et s'il me lâche, ça va être la cata. Il y a aussi ça derrière. J'ai besoin de quelqu'un, il y a aussi la dépendance, ça va souvent aussi avec ça peut aller avec le schéma de dépendance, qui est je ne sais pas faire seul, c'est pas obligé, hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre de je choisis des partenaires en général instables, sur lesquels je ne peux pas faire confiance, et qui me lâcheront, et s'ils me lâchent, comme maman ou papa, si papa ou maman me lâchait, ne me protégeait pas, j'étais dans le désarroi, j'étais dans l'impuissance, schéma abandon. Si on m'abandonne, c'est grave. Et en général, dans le schéma abandon, on va trouver que la solution, c'est quand l'autre peut m'abandonner, moi, je ne m'abandonne pas. Ça, c'est le petit 1. Et après, il y a le recrutement, comme j'ai dit. Et la différence avec imperfection honte, ça n'a rien à voir. Imperfection honte, c'est effectivement, ça a souvent le lien avec j'ai pas de valeur. Au plus profond, j'ai honte d'être qui je suis, d'exister, de ne pas être correct, de ne pas faire bien, de ne pas être une bonne personne. C'est beaucoup l'estime de soi. Hein. Et mes imperfections doivent être corrigées. Mais après, les deux peuvent aller ensemble. Ben, bien sûr, ou pas.
Il y a des gens qui n'ont pas le schéma honte imperfection et qui ont beaucoup le schéma abandon ou carence parce qu'ils ont été carencés, donc ils vont chercher quelqu'un à qui se coller, chercher de la chaleur, de la nourriture affective, pas être dans le vide. Et ça, c'est plutôt le schéma abandon, hein. C'est plutôt le truc du vide. Pas forcément, j'ai pas de valeur, mais je vais chercher à me coller à quelqu'un parce que j'ai besoin de me remplir, parce que sinon je suis pas remplie, je suis vide. Je m'ennuie, voilà. Donc le schéma abandon, il peut être tout seul, il n'a pas besoin du schéma imperfection. Hein. Voilà. Et la dernière question, qui partira dans l'autre sens. Merci. C'est possible de ne pas avoir un schéma, mais d'avoir besoin de réparer le propre schéma de sa mère. Parce que... Ah, mais ça, c'est tout à fait courant. Ah, d'accord. C'est plus que fréquent. Oui. Par exemple, ta mère, elle avait... Ma grand-mère ne pouvait pas la nourrir, donc elle a été envoyée chez sa tante. Puis, quelques années plus tard, mon grand-père l'a fait revenir. Et elle s'est retrouvée à devoir, en fait, s'occuper de frères et sœurs. Et ma grand-mère, elle n'avait pas le temps, en fait, de s'occuper d'elle. Et les 2 derniers compagnons avec qui j'étais, ils avaient été aussi abandonnés, en fait, quand ils étaient petits. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc là. Oui, parce que toi, du coup, ton rôle d'enfant, ça a été quoi par rapport à cette mère-là ? Tu t'es donné quel rôle ? En fait, je me sentais responsable de tout son malheur. C'est ça, le rôle du sauveur. Ouais. Bon, pas jusque-là, mais... Oui, tu avais beaucoup tendance à prendre soin d'elle, avant de prendre soin de toi. Non, elle prenait beaucoup soin de nous du point de vue matériel, ce qu'elle n'a pas eu, elle, en fait. Mais toi, tu t'occupais de ses besoins affectifs. Et moi, je sais pas si je m'occupais des besoins affectifs, mais aujourd'hui, en tout cas, je me suis toujours, comme beaucoup d'enfants issus de l'immigration, on fait des choses pour les parents parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. Donc, il y a des choses que je fais depuis petite, quoi. Ouais, donc tu t'es occupée de pallier aux défaillances de ta mère, par exemple, sur le plan administratif, sur des trucs comme ça. Ouais, quoi. Ouais. La parentification. Oui, c'est la parentification, tout à fait. Après, jusqu'où ça donne le fait plaisir aux autres. Hein. Je suis au service avant de m'écouter, de répondre à mes besoins. Et toi, tu penses que tu as le schéma imperfection ou plutôt... moi j'ai le... Ouais. Moi, si tout n'est pas parfait... Ok. Mais ça, il n'y a pas que cette histoire-là qui contribue au schéma imperfection, tu vois. Parce que ça ne suffit pas. Il y a aussi quelque chose d'être au service, tu vois. Il y a un côté altruiste chez toi aussi. D'être d'abord au service de l'autre avant d'être à ton service, quoi. Après, ma mère, elle était très... Tout devait être parfait, quoi. Ah oui, voilà, tu sais du qui tu tiens. Ouais. Et voilà. Donc, tu as le truc d'aider maman, d'être gentil pour ta mère. Et tu as deuxième truc qui est, puisque maman est si gentille et qu'elle s'occupe de moi, je ne vais pas me fâcher contre elle déjà. Et je vais faire comme elle a cru que c'était bien, c'est-à-dire de faire parfait. Si elle le dit, c'est que c'est vrai, qu'il faut bien faire les choses. Donc, c'est bien de mettre le doute aujourd'hui. Et oui. Bon, super. Et merci pour ces clarifications.